Oh, c'est gentil. Je suis resté silencieux quelques secondes pour apprécier de vous voir si nombreux en réalité. Et comme je le disais à l'instant, c'est plus intimidant de vous voir, vous ici, si nombreux, que l'absence des députés de la droite, par exemple, dans l'hémicycle, parce qu'en général, on ne les voit jamais, c'est vide, et donc c'est beaucoup plus intimidant. On n'a pas finalement tant l'habitude que ça de parler devant autant de personnes. Merci à toutes et tous d'avoir décidé de venir ce soir participer à ce meeting de lancement de la campagne de nos camarades, notre camarade Léa Druet évidemment, qui est notre tête de liste, et je crois que d'ores et déjà vous pouvez l'applaudir parce que c'est un vrai boulot, c'est très prenant, ça demande de l'exposition, et puis c'est tout un tas de petites galères à gérer, de faire une campagne, donc d'ores et déjà ayez ça à l'esprit, et puis évidemment bravo et merci aux autres camarades de la liste que Léa va conduire et qu'elle va conduire, j'espère, vers la victoire. Merci aussi évidemment à toutes celles et ceux qui ont participé à l'installation, à la création, qui ont diffusé tous les tracts, l'information, et sans qui rien de ce que fait la France Insoumise ne pourrait voir le jour. Nos militants, nos camarades, encore une fois, bravo et merci à eux tous. Et puis, évidemment, avant de leur donner la parole, peut-être que je vais remercier nos invités, notre invitée très particulière, c'est la présidente de mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis donc 2 fois ravi de l'avoir parmi nous. Ce serait une collègue parmi les autres, je serais ravi, mais c'est ma présidente, donc je suis 2 fois ravi. C'est évidemment Mathilde Panot que nous remercions d'avoir fait un crochet jusqu'à Clichy et à qui je vous propose de souhaiter un bon anniversaire, puisque c'est son anniversaire, et vous voyez que quand même, elle pourrait être en famille, sinon la cause prime. Donc merci beaucoup Mathilde d'être ici. Pour tout le monde, sa parole est évidemment extrêmement forte et donne beaucoup de courage. Alors je vais me présenter quand même un petit peu parce que ce serait présomptueux de croire que vous savez qui je suis. Je suis Aurélien Saint-Toul et je suis le seul député insoumis des Hauts-de-Seine. Voilà. Je suis donc un peu... Pour l'instant, je suis le seul, absolument. Je suis le premier, mais pas le seul. L'avenir est entre nos mains. Je suis donc très heureux d'être ici pour être un peu le maître de cérémonie de cette rencontre. Et la première chose que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, en tant qu'élu des Hauts-de-Seine, j'en ai un peu marre de devoir dire régulièrement « Ah oui », ou d'entendre dire, parce que moi je ne le dis plus, d'entendre dire « Les Hauts-de-Seine, c'est une terre de droite ». Ah non, non, c'est pas une terre de droite. C'est une terre qu'on a peut-être abandonnée, que certains ont laissée à la droite. Mais il nous appartient à tous de venir reconquérir, reprendre ce qui était à nous, à savoir le pouvoir. Parce que des villes populaires, dans le 92, il y en a beaucoup, et Clichy est une ville populaire. Et il n'y a pas de raison qu'on se laisse endormir avec cette idée qu'il faudrait regarder nos souliers, parce que ici, dans le 92, les Hauts-de-Seine, etc., etc., eh ben on va aller sortir et on va prendre la place, leur place, et on va donner la place au peuple. C'est ça l'objectif général de ce qu'on va faire, et je suis heureux de pouvoir ouvrir le bal ici. Des élections municipales, c'est un moment incroyable. Incroyable de politisation, parce que tout ce qui, au jour le jour, est supporté, subi, accepté, vécu, parce que tout n'est pas toujours un drame ou une souffrance, mais tout ce qui est accepté, vécu sur un mode un peu passif de spectateur, eh bien, à mesure qu'on se rapproche de l'élection, on se dit « mais ça pourrait être différent. Il y a quelqu'un qui est responsable, il y a quelqu'un qui a pris une décision pour que les choses se passent de cette façon. » Et petit à petit, par le travail acharné en général des militants qui quand même vont chercher nos concitoyennes, nos concitoyens, eh bien, quelque chose s'enclenche. En général, on dit de prise de conscience, de politisation, mais où des choses semblent banales, du quotidien. Faut que je me rapproche. En fait, faut que tu restes de ce côté-là. Ok, faut que je reste de ce côté. Vous le savez, vous pouvez les
présidente. Je bouge plus. Voilà. Et donc, ce qui apparaissait banal et quotidien, eh bien, petit à petit, on prend tous conscience que c'est l'objet de décisions qui ont été prises, que c'est de la politique. Et ça, c'est très important, parce que vous trouverez tellement de candidats, tellement d'élus et de responsables politiques pour vous dire c'est une élection locale, c'est de la gestion, c'est de la gestion de bons pères de famille, faites-moi confiance. Et pour faire disparaître toutes les raisons que nous avons, ni de leur faire confiance, ni de vouloir trancher et prendre le pouvoir par nous-mêmes. Une élection municipale, c'est profondément une élection politique, c'est peut-être la plus politique des élections. Alors, je vous engage à être vigilant. Chaque fois qu'on vous dira, ou vous entendrez quelqu'un vous dire « Non, mais c'est pas très politique, il suffit d'eux, c'est de la gestion, c'est du bon sens. » Ceux-là, ils sont en train de vous jouer un air, ils sont en train d'essayer de vous endormir. Écoutez plutôt ceux qui vous diront « Ah non, il y a des grandes questions, des grands principes qui sont à chaque fois à trancher. » Et c'est la raison pour laquelle cette élection n'est pas qu'une élection locale, elle est aussi une élection nationale. Elle a une portée nationale. Tout ce qui va se passer dans des communes comme Clichy, qui est une grande commune déjà, eh bien ça va être scruté. Les gens vont se demander où est-ce que la France Insoumise a avancé, où est-ce qu'elle a progressé, voire même où est-ce qu'elle a gagné. Et je pense bien qu'à Clichy c'est faisable et qu'on peut le faire. Et donc, n'ayez pas de doute sur la signification politique déjà du rassemblement que nous organisons aujourd'hui, mais du résultat de l'élection. Parce que toutes celles et ceux qui veulent notre échec, qui veulent la disparition du pôle populaire que nous avons créé, eh bien ceux-là, ils se feront fort d'interpréter le résultat de l'élection derrière s'il nous est défavorable. Ah, bien sûr, si nous réussissons, ils diront « Ah, c'est local, c'est épisodique ». Mais nous aurons fait une démonstration. Nous aurons montré ce que nous faisons. Alors, une grande élection politique, nationale, parce que, en réalité, nous défendons un projet de société. Les humains sont semblables. Semblables en besoins, semblables en aspirations. Et donc, nous avons des programmes qui s'ajustent dans les communes, mais qui défendent une même philosophie. Pour tous, que vous soyez ici ou dans une autre commune, que vous soyez à la campagne, en ville. Et ça, vous ne pourrez pas, ils ne pourront pas l'effacer. En votant pour une liste de la France Insoumise, et en votant a fortiori pour Léa Druet, vous affirmez quelque chose. Vous affirmez que vous reconnaissez que tous les humains ont le même genre d'envie, le même genre de besoins. Ils ont les mêmes besoins fondamentaux de se loger, de se vêtir, d'être éduqués, de se cultiver. Et pour ça, vous décidez que collectivement, nous allons donner les moyens, de satisfaire ces besoins. Et que nous reconnaissons tous les autres, tous les humains, pour des semblables. Et donc, nous aurons des autorités, des maires, des pouvoirs publics qui lutteront contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes de racisme. Vous enverrez un message politique, profondément politique. Alors, il y a des raisons plus politicienne, je dirais, de considérer cette élection comme une élection profondément politique, un moment de très grande valeur. C'est que, comme vous le savez, ce sera la première fois que nous allons voter depuis que le président de la République, depuis qu'Emmanuel Macron, j'ose à peine citer son nom parce qu'en général il suscite les sifflets, vous avez le droit, la première fois depuis qu'Emmanuel Macron a volé la victoire du nouveau Front populaire. Ce sera la première fois que vous aurez le droit de le sanctionner, de sanctionner tous ceux qui ont validé cette stratégie, tous ceux qui ont fermé leur bouche, qui ont dit « Bon, c'est pas si grave après tout. Une élection dont on ne respecte pas le résultat, qu'est-ce que c'est ?» Bah, dans les manuels les plus élémentaires de sciences politiques, a priori, on appelle plus ça la démocratie. Si nous voulons dire clairement notre attachement et notre volonté de vivre dans une démocratie, ce qui est
a priori assez fondamentale. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller mettre la sanction décisive que mérite Emmanuel Macron et tous ceux qui ont été ses complices dans ce forfait démocratique ou antidémocratique. Donc cette élection-là, elle a une valeur encore plus forte que les autres. Ne laissons pas passer ceux qui nous ont fait subir. Et ceux qui se sont couchés, eh bien, ne leur confions pas les rênes. N'allons pas dire que ceux qui n'ont pas été capables de se battre et qui n'ont pas été capables de censurer le corps nu seraient des gens capables de faire respecter nos principes tout le reste de l'année. C'est plus possible. On ne pourra pas le croire. Parmi les raisons pour lesquelles, évidemment, vous avez une élection très politique, qui est une élection pleinement nationale, évidemment, enfin je dis c'est évident, mais c'est pas si évident que ça, il y en a une qui est importante et qui ne doit pas être oubliée. C'est que cette élection municipale, c'est le premier tour d'une autre élection à laquelle on n'est jamais convié. L'élection sénatoriale. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est vraiment le Sénat qui gouverne. Dans ce pays, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'ayant pas de majorité forte, eh bien, l'ensemble des textes qui sont étudiés sont renvoyés au Sénat. Et je vais vous dire quelque chose qui me coûte de le dire. Mais vous savez, vous avez remarqué qu'on ne parle jamais des débats du Sénat, ou très très peu. On ne voit jamais des vidéos de sénateurs en train de débattre, d'interpeller, etc. Presque jamais. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul insoumis au Sénat. S'il y avait des insoumis, mais vous les regarderiez avec intérêt, vous verriez les contradictions s'exacerber, vous verriez qu'il n'y en a pas un pour les lâcher. Enfin, en tout cas, il y en a un pour ne pas les lâcher, plutôt. Mais là, vous avez remarqué, il n'y a pas d'insoumis. Donc, museau. C'est pas un jeu de mots. Il y en a pas un qui va les chercher durablement, qui met la lumière dessus. Vous auriez eu un sénateur insoumis pendant la bataille des retraites. Il aurait préféré se faire foudroyer sur place plutôt que de laisser. Et vous le savez bien. Les autres, ils se sont opposés. Peut-être. Un peu. Moi, ce que je vous dis, c'est que le coup d'après, je veux des sénateurs insoumis. Et il n'y aura pas de secret. Il faudra aussi voter pour ça. Parce que moi, j'en ai assez de devoir gagner à l'Assemblée nationale, parce qu'il nous arrive de gagner, et ensuite de dire, on connaît qui au Sénat pour essayer de mettre notre texte à l'ordre du jour et essayer de valider, de transformer l'essai. À l'Assemblée, je vous donne un exemple, on a réussi à faire voter, avec ma collègue Danielle Obono, une loi qui disait tous les services publics doivent avoir un guichet physique. Tous. Ça suffit, la dématérialisation, on ne sait pas, on n'a jamais personne, on ne peut jamais réellement en discuter, dire bah oui j'ai un problème, écoutez, je vous explique. Non, vous avez des hotlines ou des conseillers, etc. Mais c'est un truc qui rend fou. Littéralement, ça rend fou. On en souffre tous de ça. Il y a au moins 20% de la population qui s'en tire pas. Donc c'est un sujet fondamental au quotidien. On a gagné. Ça n'a toujours pas été mis à l'ordre du jour au Sénat. On se bat, mais c'est pas à l'ordre du jour au Sénat. Donc vous voyez que ça a l'air comme ça d'être une histoire secondaire, les élections sénatoriales. Mais la première manche, elle se joue là, dans ces élections municipales. Et le coup d'après, on aura les électeurs, les grands électeurs qui permettront peut-être d'avoir des sénateurs. Donc n'oubliez pas, ça vaut la peine. Et puis, je m'étais noté une dernière idée pour vous montrer à quel point cette élection n'est pas une espèce d'élection de délégués de classe. J'ai rien contre les délégués de classe, mais on comprend que les enjeux sont un peu moins fondamentaux. Là, les enjeux sont très très forts. Parce que parmi les pouvoirs ou les obligations d'un maire, il y en a une qui est particulière. Avant 2027, il faudra que 500 maires de France décident de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Et moi, je crois savoir que au sein de la France insoumise, on a quelques bons candidats possibles. Un qui est un petit peu au-dessus, j'avoue. Mais en tout cas, je veux être sûr que nos candidats possibles
et probablement Jean-Luc Mélenchon, si on me demande mon avis, puisse être candidat à l'élection présidentielle. Et je crois qu'il y a beaucoup d'habitants à Clichy et d'habitantes qui préféreraient pouvoir voter pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Eh bien, donnez-leur aussi cette possibilité-là. Donnez-leur la possibilité d'avoir un vrai candidat insoumis à l'élection présidentielle. Parce qu'il n'y aura pas de mystère. S'il n'y a pas les maires, il n'y aura pas le candidat à la présidentielle. Donc, toutes les raisons sont valables. Je ne vous dis pas qu'on n'y arriverait pas sans, hein. Mais ici, ça se décide aussi. Donc, ne laissez jamais minimiser la portée de cette élection. Et c'est pas pour rien, du coup, qu'on envoie à cette élection, qu'on soutient à cette élection une candidate comme Léa, parce que comme toutes les candidates et tous les candidats insoumis, on sait que dans la bataille, elle ne nous fera pas défaut. Elle sera, comme tous les élus insoumis, là, au poste de combat. Voilà le sens, rapidement esquissé, de ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors, je ne veux pas faire durer plus longtemps, parce qu'on va être un certain nombre à s'exprimer, et que si j'ai brossé un peu le tableau national, il y a évidemment aussi énormément d'enjeux locaux, et que cette liste, elle est construite autour des batailles que vous avez menées ces dernières années, ces derniers mois, des problèmes de la ville que vous avez identifiés. Donc Léa viendra d'abord un peu expliquer sa démarche, qui elle est, ce qu'elle fait, la bataille qu'elle va mener, comment elle va la mener, et la victoire qu'elle va remporter. Et puis, après elle, plusieurs camarades qui figurent sur la liste viendront expliquer comment ils se sont emparés des sujets du quotidien et de la vie de Clichy. Il y aura Hippolyte, qui est étudiant, qui est membre du mouvement La Voix commune, et qui, lui, va vous expliquer comment on va gérer les finances. Parce que, évidemment, ça ne va pas manquer, on va vous expliquer que nous, on ne sait pas compter. C'est les autres qui créent le déficit, mais c'est nous qui ne savons pas compter, comme vous savez. Donc, on est sérieux, on est capable, et Hippolyte va vous faire le point là-dessus en vous montrant quelles sont, entre guillemets, les marges de manœuvre, comme ils disent tout le temps, pour mettre en œuvre une vie meilleure à Clichy. Zaya, qui est membre du bureau de la CSF, va venir nous parler logement, parce que, évidemment, à Clichy, comme partout en Ile-de-France, la première des préoccupations, c'est la possibilité de se loger, et de se loger à un prix décent, et dans des conditions décentes. Donc Zaya viendra nous parler de ça. Jamel, qui est fondateur du club du FC Clichy, va venir nous parler d'une des prérogatives, d'une des missions des communes, l'organisation de la vie associative et sportive en particulier. Et donc Jamel connaît tellement bien le sujet, il viendra vous parler de sport. Manon, qui viendra nous parler, elle, de lutte contre toutes les discriminations et de la promotion de l'égalité, parce que, évidemment, ça fera sans doute partie, je crois, des propos des sujets qu'abordera Mathilde, mais vous savez bien qu'on est dans un pays aujourd'hui qui est fracturé par le racisme, les discriminations, la volonté de créer tellement de diversion parmi le monde populaire pour que chacun regarde son voisin et se demande s'il a la bonne couleur, la bonne religion, et ceci, les bonnes origines. Évidemment, dans une ville, avoir un maire insoumis, avoir une maire insoumise, c'est créer les conditions pour avoir quelqu'un qui sera là pour épauler dans toutes les batailles. Parce que c'est pas supportable, c'est insupportable qu'on puisse être aujourd'hui dans le doute, l'incertitude, la peur même, la peur d'être maltraité en raison de sa couleur, de ses origines, de sa religion, réelle ou supposée. Et ça, ce sera évidemment le cœur d'une bataille fondamentale pour la France insoumise. Et enfin, Yanis, qui est aide-soignant, et qui viendra nous parler de la politique de jeunesse, des politiques pour la jeunesse, parce que, comme souvent, les jeunes sont les grands oubliés. Alors nous, on a réussi, avec la France insoumise, à avoir quand même un porte-parole très bien identifié et qui en permanence fait entendre ces sujets-là avec mon camarade Louis Boyard. Et Yanis aura la rude tâche d'être le Louis Boyard de Clichy. Je lui souhaite bon courage. Mais voilà. Merci en tout cas à elle et eux pour les mots qu'ils vont vous adresser à cet instant. Merci encore à vous d'être venus si nombreux. Vous faites une belle démonstration et vous allez voir, vous enclenchez une dynamique qui va vous conduire jusqu'à la mairie de Clichy.
Bonsoir Clichy. Tout d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Ça fait des années que je milite à Clichy et je n'ai jamais vu cette salle aussi remplie. Et nous sommes plus nombreux qu'au lancement de campagne du maire Rémi Muzeau qui a eu lieu hier. Donc je crois qu'on peut le dire, la France Insoumise est désormais la première force politique de Clichy. Merci également aux militants qui ont tracté de manière infatigable ces dernières semaines et qui ont rendu ce meeting possible. Nous aurons besoin de votre énergie dans les semaines qui viennent. Merci aux services d'ordre. Merci également aux 3 photographes qui couvrent l'événement, Mélia, Antoine et Tao. Et évidemment, merci à Aurélien Saintoul et Mathilde Panot qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Nous sommes nombreux ce soir pour construire un nouveau Clichy populaire, écologique et solidaire. Et je le dis très clairement, nous pouvons gagner la ville en mars 2026 et nous allons gagner la ville en mars 2026. Nous allons gagner la ville pour la simple et bonne raison que le maire de droite Rémi Muzeau est ici dans notre ville une pure anomalie politique et électorale. Il est une anomalie électorale déjà parce qu'il n'a jamais gagné une élection dans des conditions dites normales. Élu la première fois en 2015 dans le cadre d'une municipale partielle, puis la seconde fois durant le Covid-19, il a à 2 reprises bénéficié d'une condition sine qua non ayant permis son élection, une abstention exceptionnellement élevée de 60% dans les 2 cas. Or, l'abstention favorise structurellement et sociologiquement la droite, puisque quand Clichy parle, elle nous dit qu'elle a le cœur à gauche, 64% aux législatives en 2024, 58% aux européennes, 58% aux législatives de 2022 lorsque j'étais candidate. La gauche est manifestement majoritaire dans notre ville et au sein d'elle, la France Insoumise en est l'acteur principal. 42% aux présidentielles pour Jean-Luc Mélenchon et 29% aux européennes en 2024. Nous avons le pouvoir de faire basculer la ville à gauche. Le maire de droite est également une anomalie politique, car Clichy n'a rien à voir avec cette droite rance et réactionnaire. Notre ville, c'est Clichy ouvrière, terre des blanchisseurs et des lavandiers qui lavaient le linge sale de Paris au XVIIIe siècle, puis façonnée par les industries du XIXe et XXe siècle. Histoire ouvrière dont la majorité de droite s'attache à effacer les traces par tous les moyens. La vente de la maison du peuple au chocolatier hors de prix Alain Ducasse en est le témoignage. Notre ville, c'est Clichy résistante, au sein de laquelle la famille Guérin luttait clandestinement dans les années 40 et dont le square éponyme est aujourd'hui enterré sous le béton. Un changement tout autant symbolique que le choix du maire de débaptiser l'école Aragon. Notre ville, c'est Clichy anticolonial, qui se soulevait contre le couvre-feu instauré envers les Algériens en 1961 et qui chaque année commémorait la répression meurtrière du 17 octobre. Commémoration vis-à-vis de laquelle la ville de Clichy s'est désengagée dès 2015. Lors de l'arrivée au pouvoir de la majorité municipale actuelle. Majorité municipale qui fera le choix 10 ans plus tard de fermer les yeux sur le génocide en cours à Gaza en votant contre un vœu de soutien au peuple palestinien. Notre ville, c'est Clichy accueillante qui a été la patrie de tous ceux qui étaient clichois avant d'être français. Italiens, polonais, espagnols, maghrébins, tous ont forgé l'histoire populaire de la ville. Pourtant, le projet de rénovation urbaine du maire est en réalité un projet d'épuration sociale et ethnique qui ne dit pas son nom. On gentrifie la ville sous couvert de mixité sociale, un argument toujours utilisé pour détruire le lieu de vie des quartiers populaires et jamais les ghettos de riches. Notre ville, c'est Clichy solidaire au sein de laquelle résonnent plus de 320 associations et 13 000 adhérents. Secteur associatif pourtant mis à mal par une municipalité qui préfère faire passer les projets spéculatifs immobiliers avant la vie locale, avec la vente du centre culturel Henri Miller à L'Oréal, et la destruction du centre Léon Blum pour un programme de bureau qui a fait flop. Notre ville, c'est Clichy coopération, quand la droite locale tente par tous les moyens d'en faire un Clichy concurrence, où les parents sont triés sur la base de critères opaques pour trouver une place en crèche, et où les enfants eux-mêmes sont mis en compétition pour les places en périscolaire du fait de l'instauration de jauges. Enfin, notre ville, c'est Clichy antifasciste, dont le maire Charles Offray appelait en 1937 à un rassemblement contre la Ligue fasciste, les Croix de Feu, avec les mots suivants. La place des représentants du capital et du fascisme international est ailleurs qu'au centre d'une ville qui entend vivre libre. La ville de Clichy s'en souvient,
puisque le rassemblement fut soldé par une fusillade. Mais ses représentants politiques actuels, eux, semblent l'avoir oublié. Chaque jour qui passe, la majorité de droite actuelle se recroqueville dans un repli identitaire et réactionnaire qui n'aura bientôt plus rien à envier à l'extrême droite, à qui elle emprunte d'ailleurs déjà le vocabulaire lorsqu'elle parle d'ensauvagement de la jeunesse, au lieu de se poser la question de l'origine de son mal-être. Si nous sommes réunis ici ce soir, dans cette salle, c'est que nous souhaitons rompre avec cette politique de malheur qui touche notre pays depuis 8 ans maintenant et notre ville depuis 11 ans. Car que ce soit à l'échelle nationale ou locale, c'est le même programme de malheur social que l'on nous impose. Toujours plus dur, toujours plus cher et toujours moins démocratique. Lorsqu'Emmanuel Macron multiplie les 49.3 et refuse de reconnaître le résultat des élections législatives de 2024, le maire de droite, Rémi Muzo, supprime les conseils de quartier, impose des grands projets immobiliers à visée spéculative aux habitants sans leur consentement et enterre sa promesse électorale d'organiser des référendums locaux. Lorsqu'Emmanuel Macron impose des budgets qui contractent toujours plus les moyens alloués aux hôpitaux et aux écoles publiques, le maire de droite Rémi Muzo démantèle les services publics locaux un par un. Privatisation de la gestion des déchets, des déplacements scolaires en autocar ou encore de l'aménagement urbain. Démantèlement du service de médiation, des maisons de quartier, des mairies annexes. Suppression de la crèche Calypso et vente des serres municipales ou encore soutien au projet de fermeture de l'hôpital Beaujon. Le message est clair, tant à l'échelle du pays que de la ville. Tant qu'il y restera un seul service public sur pied, la droite sera là pour l'externaliser, pour le privatiser ou le détruire. Et le marché toujours plus vorace sera prêt à en tirer profit. Seul un véritable programme de rupture permettra de mettre fin à ces logiques. Un programme de communalisme insoumis qui permettra de mettre en place à Clichy l'alternative globale dont le pays a besoin et que nous verrons émerger dès 2027. Car un autre Clichy est possible. Un Clichy plus solidaire, plus juste et plus démocratique. Et c'est le Clichy que nous nous attacherons à construire lorsque nous aurons repris le pouvoir en mars 2026. Nous ferons rentrer Clichy dans l'ère du peuple et réaliserons la révolution citoyenne en partant de la municipalité, échelon de base de la démocratie. Nous rendrons à la population un moyen d'action politique permanent, notamment par l'instauration de référendums locaux. Fini les politiciens qui croient tout mieux savoir que leurs administrés. C'est à la population de choisir son destin. À l'échelle de notre campagne, cela commence par construire un programme qui parte des attentes et des doléances des habitants. C'est ce que nous avons fait en lançant dès juin une enquête citoyenne sur laquelle nous nous sommes appuyés pour construire nos mesures. Nous sortirons des logiques gestionnaires et comptables, impuissance face aux défis de la vie ordinaire, afin de partir des besoins des habitants. Ces logiques ont pris dans notre ville la forme la plus honteuse qu'il soit, puisqu'elles mettent en danger l'hôpital de proximité de la ville. Certaines listes de gauche font le choix d'entériner la fermeture de l'hôpital Beaujon. Nous ferons au contraire le choix de soutenir la lutte syndicale et citoyenne par tous les moyens et d'instaurer un rapport de force politique pour la préservation de l'hôpital. Pour mettre en place notre programme, nous aurons besoin des 1400 agents de la mairie à qui je souhaite adresser un mot particulier. On vous voit et on vous doit beaucoup. Vous gérez les urgences, vous absorbez les restructurations de services, vous encaissez le délitement des services publics de la ville, vous supportez un management brutal. Vous tenez pourtant debout les services publics, malgré l'absence d'augmentation de votre point d'indice depuis des années et malgré l'absence de reconnaissance de la majorité municipale de droite. Demain, nous lancerons un grand plan d'attractivité des métiers pour que l'on recrute, pour que les agents se sentent bien et pour répondre aux pénuries que subit la municipalité. Et je pense ici, entre autres, aux animateurs scolaires. Car demain, ce sera sur votre expertise et votre expérience que l'on s'appuiera pour faire en sorte que les services publics de la ville soient en adéquation avec les besoins des habitants. Au sein de notre vision politique, nous donnerons toute sa place au Clichy populaire, car le Clichy des classes laborieuses, celui des classes moyennes, celui de la jeunesse, celui des quartiers délaissés est aujourd'hui menacé d'éviction. Cela commence par la composition de notre liste, dont les colistiers et colistières sont d'origine diverse, de tout quartier, de tous âges, anciens ou nouveaux clichois. Notre liste, c'est tant Yanis, aide-soignant des Berges de Seine, que
que Margot, assistante sociale du quartier mairie. Jamel, retraité du centre-ville. Pierre, professeur des écoles. C'est Zaya, cadre ministère de la Défense. C'est Paul, en recherche d'emploi. C'est Anne, assistante de gestion. Zeynabou, ingénieur de projet ferroviaire. Et tous les autres que je m'excuse de ne pas citer. Notre liste, c'est Clichy diversité, où se rencontrent femmes et hommes au parcours parfois opposés, en tout plan, mais réunis par cette même conviction qu'ensemble, nous pouvons construire une commune plus juste. Pour ma part, la raison de mon engagement, celle de voir un jour le problème de la France insoumise s'appliquer à Clichy, la même qui nous réunit ici ce soir, me pousse parfois à m'effacer quelque peu, car tout cela est infiniment plus grand que ma personne. Je vous livrerai donc peu de moi, j'ai 31 ans, un âge que certains estiment jeune pour assumer une fonction d'élu. Mais la soif d'un monde meilleur et plus juste n'a pas de visage et n'a pas d'âge. Et ce sera elle qui guidera mon action à venir lorsque nous aurons repris la ville. D'autres, plus réactionnaires encore, estiment que c'est mon genre qui me disqualifie. Cela donne raison sans s'en apercevoir à ma présence ce soir. Car tant que la place des femmes en politique n'ira pas de soi pour absolument tout le monde, je lutterai à leur côté pour faire changer les choses. D'autres, enfin, estiment qu'il faut être né à Clichy pour pouvoir y militer. Et à cela, je répondrai que la volonté de défendre un territoire avec sincérité ne vient pas avec les années, elle vient avec les rencontres et les échanges. Ce fut mon cas. Engagée dans la politique locale depuis des années, j'étais notamment candidate aux élections législatives de 2022, puis co-animatrice du groupe La France Insoumise de Clichy. J'ai eu l'occasion de rencontrer des centaines de Clichoises et de Clichois à qui je déduis ce soir mon engagement. En tant que coordinatrice d'un comité scientifique qui conseille le gouvernement dans le domaine sanitaire, j'ai notamment choisi de m'engager politiquement car trop souvent, nos dirigeants torpillent la science et tordent le cou aux faits. C'est le cas du maire de droite à Clichy, qui alimente l'obscurantisme en refusant de reconnaître les effets à venir du changement climatique. Moi, maire, je donnerai toute sa place à la science, qui guidera nos décisions, tant en matière d'aménagement urbain ou de planification écologique, afin de mieux adapter notre commune au changement climatique et aux défis sanitaires globaux. Je m'adresse pour finir à vous, Clichoises et Clichois, que vous soyez nouveaux dans la ville ou anciens, que vous soyez arrivés de l'autre bout du monde ou de Paris car les loyers y étaient trop chers, que vous soyez nés à l'hôpital Beaujon et vu grandir vos enfants à l'école Pasteur. Clichy se prépare aujourd'hui à écrire une nouvelle page de son histoire et c'est ensemble que nous pouvons nous battre et être à la hauteur de notre vision collective. Si vous pensez que chaque Clichois a le droit à la même dignité, au même respect, au même service public, alors nous sommes dans la même équipe, rejoignez-nous. Avant de donner la parole à Hippolyte pour nous parler de finances communales, je terminerai sur une citation de Louise Michel qui disait « La commune est la forme militante de la révolution sociale d'où sortira la société nouvelle. » Et cette société nouvelle, elle sera insoumise. C'est à vous de le décider et ce sera à nous de la construire. Vive la nouvelle France, vive la République, vive la commune et vive Clichy insoumise. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Et je pense qu'on peut encore une fois applaudir Léa Druet pour son discours et son engagement. Je voudrais vous parler des finances communales et pour ça je vais commencer par placer un contexte. Depuis plus de 40 ans, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de répéter les mêmes choix politiques qui ont conduit à l'affaiblissement des moyens des communes. La suppression de la taxe professionnelle, puis celle de la taxe d'habitation, et enfin la baisse des dotations de l'État, ont privé les villes de ressources majeures. Et il s'agit là non pas d'un accident, ou même d'un hasard, mais bien d'un choix politique délibéré au profit d'une vision néolibérale de l'action publique. Et tout cela a des conséquences très concrètes. Moins de ressources pour les communes, c'est moins de moyens pour répondre aux besoins du quotidien.
C'est aussi moins de capacité d'action pour les services publics, pourtant essentiels à nos vies. Et au bout du compte, ce sont toujours les habitantes et les habitants qui paient l'addition. Mais face à ce contexte, il existe encore de l'espoir. Tout n'est pas joué. Parce que la commune, c'est l'échelle où l'on peut opposer au capitalisme une autre logique, celle de l'intérêt général, de la solidarité et de la démocratie réelle. Et en ce sens, il n'existe pas de fatalité, mais uniquement de la volonté et des choix politiques. Rémi Muzeau, le maire actuel, lui, il a déjà fait ses choix. Il se targue d'une gestion financière de bon père de famille, comme il dit lui-même, mais en réalité, sa gestion repose sur 3 piliers. Premièrement, c'est la cession massive du patrimoine communal aux promoteurs immobiliers. C'est une véritable vente à la découpe de Clichy. On peut citer le terrain Morel, le square Rose-Guérin, la Maison du Peuple, le centre Henri Miller. Bref, rien n'est épargné et tout est mis sur le marché. Deuxièmement, sa gestion repose sur la réduction des services publics locaux et des dépenses sociales au détriment direct des intérêts des habitantes et des habitants. Et enfin, c'est l'absence totale d'investissements structurants au service de l'intérêt général, comme si l'avenir de la ville n'était qu'une variable d'ajustement. Et à cela s'ajoutent des choix encore plus graves. La privatisation de l'assainissement, un service pourtant vital qui touche à la santé publique et à l'environnement, qui est livré à des opérateurs privés comme Suez, dont l'objectif premier n'est pas l'intérêt général, mais bien la rentabilité. Désormais, la majorité municipale s'attaque même aux ATSEM. Vous savez, ces agentes et agents territoriales spécialisés des écoles maternelles, indispensables au quotidien des enfants et des enseignants. Elles accompagnent les petits, elles assurent l'hygiène, la sécurité, le lien éducatif. Et les privatiser, c'est transformer un pilier de l'école publique en simple variable de coût. C'est une logique totalement indigne que nous refusons. La gestion de Rémi Muzeau, en réalité, elle ressemble davantage à une liquidation qu'à une vision. Regardez par exemple le raté du parking des Allées Gambetta, qui a coûté 3,5 millions d'euros aux Clichoises et aux Clichois. Ou encore même les blocs de bureaux vides devant le parc des impressionnistes, symbole d'une vision totalement court-termiste et déconnectée de la réalité et des besoins réels. Notre liste municipale, elle assume une rupture claire avec la politique menée depuis 15 ans. Nous voulons faire des choix différents, comme celui de reprendre le patrimoine communal et d'exclure le capitalisme de la gestion des biens communs. D'abord, ça passe en redonnant du sens à chaque euro dépensé, en réorientant les budgets vers les besoins réels et non pas les intérêts privés. Ensuite, c'est en mobilisant de manière responsable les outils qui sont à notre disposition. Et parmi eux, un outil qui est trop souvent caricaturé, c'est la dette. La dette, c'est pas un problème en soi, hein. Elle est un outil. Elle doit être utilisée pour investir et préparer l'avenir. Nous ferons le choix d'utiliser la dette pour financer la planification écologique et solidaire de Clichy, pour rénover nos écoles, pour renforcer les infrastructures sportives et culturelles, pour soutenir nos associations qui font vivre nos quartiers, pour faire appliquer notre programme ambitieux pour Clichy. L'usage de la dette, c'est aussi une stratégie budgétaire efficace, puisque en stoppant la dépendance au privé, qui est plus coûteuse que la régie publique, nous réduirons mécaniquement les dépenses de fonctionnement. En permettant la transition écologique, nous ferons des économies d'énergie durables. Parce qu'en réalité, investir, c'est aussi maîtriser nos coûts. À la France Insoumise, nous refusons l'idée que la commune serait condamnée à gérer la pénurie. Nous refusons l'idée que les habitants devraient se contenter de services publics affaiblis. Les services publics forts sont une nécessité et nous avons les moyens financiers d'y répondre. Donc je vais terminer mon intervention par vous dire cela. Soit nous acceptons l'austérité comme horizon, soit nous décidons de reprendre la main. Faisons le choix de l'action, de l'ambition, de la solidarité. Faisons le choix d'un avenir où la commune retrouve sa capacité à agir, à protéger, à transformer. Parce que Clichy mérite mieux que la résignation, elle mérite la force collective et l'espoir. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Zaya, qui choisit depuis toujours sur le logement. Bonsoir tout le monde. Et merci encore d'être là pour nous, enfin pour vous aussi. Et on peut remercier aussi encore l'intervention de qualité
d'Hippolyte. Ça a été vraiment super. J'espère être à la hauteur. Voilà. Donc, encore merci à vous. Voilà, je vais vous parler du logement. Donc, pardon. Comme ça. D'accord. Merci. Alors, la crise du logement frappe de plein fouet la ville de Clichy. Les loyers du parc privé ont explosé ces derniers temps, malheureusement. Les étudiants s'entassent dans des petits logements de 9 mètres carrés, des fois moins. Des familles aussi vivent à 4, souvent, et, dans des petits logements, même des petits logements de 2 pièces, souvent. Plus de 6000 demandeurs de logement attendent toujours un logement social. Les travailleurs ne peuvent plus se loger, ce qui provoque bien sûr des pénuries dans certaines professions. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée, mais ça ira. Je suis un peu stressée, mais bon. Alors, je dirais, une ville qui ne permet plus de loger celles et ceux qui la font vivre est une ville fragile, malheureusement. Et Clichy est devenu très fragile. Pourtant, face à cette urgence, la majorité actuelle aggrave la crise, bien sûr. Elle brade les logements sociaux de la ville au département et s'obstine à développer des projets immobiliers dans lesquels la part réservée au logement social est dérisoire et vraiment dérisoire. Pire encore, alors que le maire est aussi président de Hauts-de-Seine Habitat, il reste pourtant inactif face à la dégradation avancée du parc des logements sociaux. Par exemple, les habitants de la résidence Marc Sagnier sont confrontés depuis plusieurs mois maintenant à des fuites d'eau usée. Les habitants de la résidence Bonami également subissent des pannes d'ascenseur à répétition. C'est vraiment malheureux d'en arriver là. De même, aucune rénovation énergétique n'a été engagée à l'exception des résidences Boisseau et Antonini, ce qui plonge les locataires dans l'inconfort et provoque une grosse explosion des charges en raison de la hausse des prix de l'énergie. Il faut l'affirmer haut et fort. Face à la crise du logement, le logement n'est pas un problème. Le logement social, je voulais dire, n'est pas le problème, il est la solution. Merci. Lorsque la France insoumise reprendra la ville, nous augmenterons la part du logement public à destination des classes populaires, excusez-moi, et des classes moyennes également. Nous gèlerons les loyers. Ah, ça marche plus. Si. Nous gèlerons les loyers des logements publics de la ville et nous mettrons fin au clientélisme dans l'attribution des logements sociaux en rendant les critères complètement transparents et aussi les dossiers resteront complètement anonymes en commission d'attribution. La crise du logement à Clichy est aujourd'hui d'autant plus inacceptable que la part des résidences secondaires est en constante augmentation. Son nombre a doublé de 2011 à 2022, passant de 600 à 1200. Aujourd'hui, plus de 1400 logements sont vacants et près d'1 million de logements sont loués sur les plateformes de location à courte durée, type Airbnb. Nous lutterons activement contre ces dérives en intentant des actions en justice contre les propriétaires de logements laissés vacants de façon abusive. Nous augmenterons la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et nous rendrons véritablement contraignant les locations de courte durée, ce qui les empêchera de continuer. Enfin, au-delà du droit au logement, nous garantirons le droit à un logement digne. En luttant activement contre l'insalubrité, nous prendrons des arrêtés municipaux d'interdiction des coupures d'eau et d'énergie. Nous créerons des cellules de défense des locataires pour obtenir des arrêtés d'insalubrité de la préfecture et nous lutterons contre les marchands de sommeil en mettant en œuvre les permis de louer à tous les bailleurs. À partir du 22 mars 2026, se loger dignement à Clichy ne sera plus un privilège, ce sera un droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vais donc annoncer Jamel, qui va nous parler de sport. Merci Jamel. Encouragez Jamel, merci beaucoup. Merci. Encouragement à Jamel. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Voilà, donc moi le thème c'est un nouveau souffle pour le sport à Clichy. Une fois élu, nous mettrons en place un accès égal pour toutes et tous, sans discrimination de genre ou encore de situation financière. Ceci à l'opposé du modèle qui règne actuellement, du modèle du sport business, à l'image de la construction actuelle d'un paddle, donc au stade Racine, pour une somme de 1 200 000 €, et ce qui a entraîné la suppression de 2 cours de tennis. Et donc ce padel sera réservé à une certaine classe, puisque ce sera des coûts de 70 € de l'heure. Et la construction se fait actuellement. Pour réussir ce challenge, nous développerons le sport populaire, avec une tarification sociale pour l'inscription dans les différentes sections, foot, rugby, boxe, etc. Notre objectif étant de garantir l'accès au sport pour les moins de 18 ans et le public précaire. Ce nouveau souffle pour le sport à Clichy, c'est aussi un soutien aux actions sportives, aux sections sportives, afin qu'elles puissent permettre un accès au plus grand nombre. Et nous voulons également entreprendre la rénovation des équipements sportifs qui sont dans un état lamentable, et notamment le terrain de rugby qui est le pire de la région. Un de nos autres objectifs est d'organiser des événements populaires, style course à travers la ville, tournois de foot, intersections. Également, nous allons mettre en place l'utilisation de l'actuel centre Camille Muffat, un immense paquebot qui a coûté 5 millions € et qui est réservé en fait aux événements municipaux et aux événements privés. Donc nous allons faire en sorte de réserver cet espace aux associations et aux clubs sportifs, puisque ce paquebot immense dispose de nombreuses salles et d'un centre, enfin d'un espace pour les galas de boxe de 2500 places. Énorme. Ce nouveau souffle, c'est aussi pour les jeunes la pratique du handisport aussi tout au long de l'année, même hors des périodes scolaires. Même hors des périodes scolaires. Enfin, je terminerai avec les réactions de jeunes glanées un peu partout en ville, où ces jeunes nous demandent de les aider à réussir leur vie. Et nous, sachez que nous serons toujours présents à leur côté pour qu'ils réussissent leur vie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors du coup, je vais aborder un thème un peu moins jovial, parce qu'en fait, si ce soir je vous parle d'égalité, c'est pas par posture morale ou par confort idéologique, mais c'est parce que partout dans le pays, on voit progresser des idées de droite et d'extrême droite. Et ces idéologies, c'est une vision sombre du monde qui s'installe. C'est une version du monde qui trie et hiérarchise, qui oppose et désigne des boucs émissaires. Et en fait, aujourd'hui, imaginer un ou une présidente d'extrême droite, c'est plus une fiction politique. Et c'est le rôle de la commune d'être un rempart contre la haine et l'exclusion. Parce que même à Clichy, les discriminations, elles existent. Elles prennent des visages différents, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, les LGBTI-phobies, et trop souvent dans le silence, les personnes en situation de handicap. Parce que chaque jour, les personnes en situation de handicap se heurtent à des obstacles pour accéder à leurs droits qui sont fondamentaux. Et les politiques de droite et d'extrême droite sont par essence en train de produire de la discrimination. Elles la produisent par l'urbanisme, par l'abandon des quartiers populaires, l'abandon de la jeunesse, par les choix d'aménagement qui relèguent toujours les mêmes territoires, souvent les plus précaires, loin des services des transports
et de la considération politique. Elles produisent de la discrimination aussi quand elles considèrent l'accessibilité comme un coût, l'adaptation comme une contrainte et l'inclusion des personnes en situation de handicap comme une option. Et à Clichy, ça se voit et surtout ça se vit. Quand la municipalité actuelle de droite empêche des familles sans domiciliation d'inscrire leurs enfants à l'école primaire, au point d'être rappelées à l'ordre par le défenseur des droits, ce n'est pas une erreur administrative, c'est un choix politique. Et il faut le dire clairement, les discriminations ne sont pas des incidents isolés, ce ne sont pas des malchances, ce sont des injustices structurelles qui fabriquent du découragement, du renoncement et de l'humiliation. Ces injustices, elles brisent quelque chose de fondamental, c'est la confiance envers les institutions et aussi envers la société tout entière. Quand une personne ne peut pas rentrer dans un bâtiment public ou dans un service municipal, ce n'est pas un détail technique, c'est une exclusion républicaine et nous le refusons. Parce que la République que nous défendons ne peut pas accepter que certains de ses enfants soient moins protégés que d'autres. C'est pour cela qu'à la France Insoumise, nous faisons des choix clairs. Nous proposons la création d'un observatoire communal de lutte contre les discriminations qui sera co-géré avec les associations et les habitantes et les habitants de Clichy. Ce sera un outil pour agir concrètement et surtout pour transformer la réalité. Nous voulons aussi que la commune cesse de détourner le regard et c'est pourquoi nous demandons qu'elle se constitue partie civile aux côtés des victimes de discrimination. Parce que lorsqu'une personne est attaquée, c'est toute la collectivité qui est touchée. Et pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons en place un plan de renforcement de l'accessibilité des bâtiments et des transports publics de la ville. Nous favoriserons l'accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches et dans les écoles publiques avec des auxiliaires de vie scolaire, là où aujourd'hui il n'existe pas. Nous créerons des postes d'animatrices et d'animateurs de l'inclusion pour le temps périscolaire, parce qu'une ville inclusive, c'est une ville qui fait le choix de n'abandonner personne. Et c'est avant tout notre vision politique à la France Insoumise. Nous défendons l'égalité des droits réels dans chaque service communal, sans exception, peu importe sa couleur de peau, sa condition sociale, sa religion, son orientation sexuelle, son identité de genre, et qu'elle soit ou non en situation de handicap. C'est cela l'inclusivité au sens le plus pur. Ce n'est pas un supplément d'âme, mais un droit fondamental. L'accessibilité, la dignité, le respect ne sont pas des options budgétaires, ce sont des choix politiques et ce sont des choix que nous ferons. Je terminerai avec ces mots d'André Chédid. Il y a une chose plus forte que toutes les misères du monde, c'est le lien humain. Ce lien humain, c'est notre responsabilité collective de le protéger, le renforcer, de le faire vivre à Clichy, ici et maintenant. Et à la France Insoumise, c'est ce que nous voulons faire avec vous. Nous comptons sur vous et je vous remercie. Vous m'entendez bien? Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je suis la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Je parle aujourd'hui au nom de ceux qui rentrent chez eux dans des quartiers où il n'y a plus rien. Je viens défendre une génération qu'on regarde trop souvent comme un problème, une génération qu'on pointe du doigt, une génération qu'on juge sans même jamais l'avoir vraiment écoutée. Et il y a un mensonge. Il y a un mensonge encore plus violent. On parle tout le temps de la jeunesse à l'avenir. La jeunesse, c'est demain.
jamais de ce qu'elle ressent aujourd'hui, jamais de ce qu'elle vit en ce moment, comme si elle devait attendre d'avoir souffert, d'avoir encaissé, d'avoir galéré pour mériter d'exister. Mais la jeunesse n'est pas un brouillon de la société, elle en est le cœur qui bat. Alors je pose la première question. À qui la faute? Qui est responsable? Qui est responsable quand une jeunesse n'a plus d'endroit où aller? Qui est responsable quand les portes se ferment une à une? Quand les maisons de quartier disparaissent? Quand les lieux de sport, de culture, de rencontres sont supprimés? Qui est responsable quand on laisse des milliers de jeunes seuls et qu'on leur reproche d'être dans la rue? On dit qu'ils traînent, on dit qu'ils font peur, on dit qu'ils dérangent. Mais moi je demande, quand on enlève tout à quelqu'un, il lui reste quoi? La rue? La colère? La survie? Et après on appelle ça du désordre? Non, ça s'appelle de l'abandon. Moi, j'ai vu ce que ça fait quand on fait l'inverse. Quand on tourne pas le dos, quand on tend la main. Avec d'autres personnes, on a fait une maison de quartier. Pas avec des millions, pas avec des subventions, encore moins avec la mairie, juste nous. Juste nous, les grands du quartier. On a mis 6 000 € de notre poche. Pour une seule raison. Que tout soit gratuit. Pour les gamins, pour les familles, pour ceux à qui on dit d'habitude, t'as pas les moyens. Et là, j'ai vu quelque chose qu'on ne raconte jamais. J'ai vu des jeunes se redresser, des regards qui s'allument, des gamins qui se respectent parce qu'enfin quelqu'un les respecte. Alors je pose une autre question. Si nous, ceux qu'on diabolise dans les médias, les marginaux, les exclus, les racailles, on a réussi à faire ça sans rien, pourquoi une ville entière ne le ferait pas ? Détrompez-vous. La violence, ce n'est pas la jeunesse. La vraie violence, c'est un étudiant qui doit travailler la nuit pour étudier le jour. La vraie violence, c'est un jeune qui cherche un stage et qui ne trouve que des portes fermées. La vraie violence, c'est une famille monoparentale qui doit choisir lequel de ses enfants elle doit inscrire au sport parce qu'elle n'a pas les moyens. La vraie violence, c'est de dire à notre prochain Mbappé, Benzema, Griezmann ou Laure Manodou, ta mère n'a pas les moyens d'accomplir tes rêves. La vraie violence, c'est une société qui dit à ses enfants, débrouille-toi, mais surtout, tais-toi. Alors encore une question. Comment on ose parler de sécurité si on refuse d'investir dans la vie? Nous, la France insoumise, on refuse cette logique. Nous, on dit que la jeunesse, elle mérite mieux que la débrouille. C'est pour ça qu'on défend une bourse municipale pour les étudiants boursiers, pour que la pauvreté ne décide plus de l'avenir. On veut des stages, des contrats, des emplois, pour que le travail ne soit plus réservé aux fils d'eux, à la tante d'eux, aux cousins d'eux. Et tout le monde sait à quel point elle est grande, la famille du piston à Clichy. On veut financer des projets citoyens, culturels, écologiques, solidaires, parce qu'un jeune qui crée, c'est une société qui avance.
C'est pour ça qu'on veut du soutien scolaire gratuit, et ce dès le plus jeune âge, pour que l'égalité ne soit plus un mot, mais une réalité. Et surtout, on veut créer des maisons de quartier. Ouais, comme tu dis, ouais. Des lieux où on ne surveille plus la jeunesse. Des lieux où on lui fait confiance. Des lieux pour le sport, pour la musique, pour le débat, pour la création, pour la vie. Alors je demande, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Un studio d'enregistrement ou une génération qu'on laisse se briser? Un gymnase ouvert le soir ou des quartiers qui explosent de désespoir? La jeunesse n'est pas dangereuse, elle est désespérée. Et quand on lui rend de l'espoir, elle devient puissante, créative, vivante. Moi, j'ai vu ce que ça fait quand on lui donne juste un peu de lumière. Alors aujourd'hui, on a un choix. La peur ou la confiance? L'abandon ou l'investissement? Le mépris ou la dignité? Nous, on a choisi et on ne lâchera pas. Parce que la jeunesse n'est pas notre demain. Elle est notre maintenant. Il y a des jeunes qui n'attendent pas demain. Ils attendent juste qu'on ne les oublie pas aujourd'hui. Et nous, on ne laissera pas grandir en pensant qu'ils ne valent rien. Nous refusons de regarder ça en silence. Parce qu'un pays qui laisse tomber sa jeunesse ne tombe pas d'un coup. Il s'effondre lentement. Dans le regard de ses enfants, de ses ados, de ses jeunes adultes. Nous refusons de regarder une génération grandir sans avenir, s'intégrer avec des chances inégales, se fracturer, se diviser, échouer sans même avoir commencé, et appeler ça une république. Alors je vous le redis une dernière fois, et imprégnez bien ça dans vos têtes. La jeunesse n'est pas demain, elle est ce qui reste quand tout s'effondre. Merci. Merci. Il y a des voix qui naissent pour plaire et il y a des voix qui naissent pour protéger. Une femme a dit un jour, quand la loi protège l'injustice, alors la désobéissance devient un devoir. Une femme a dit, nous ne nous tairons pas face à l'injustice. Quand on a voulu voler 2 ans de retraite aux travailleurs, elle s'est dressée. Quand on a voulu criminaliser les militants, elle a résisté. Quand Gaza a été plongé dans le feu et les larmes, elle a porté leurs cris comme si c'était le sien. Mesdames, Messieurs, Mathilde Panot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre accueil chaleureux. Et merci d'abord évidemment à Aurélien Saint-Toul, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de combattre à l'Assemblée nationale. Et je suis très fière et très heureuse de venir soutenir Léa Drouet et l'ensemble des colistiers et colistières. Et vous avez vu que vous avez une belle équipe ici à Clichy. Alors, quand on voit le nombre que vous êtes ce soir, on peut comprendre que le maire, monsieur Rémi Museau, ait un peu peur de la dynamique qui soit en train de se passer. Parce que monsieur le maire, il y a un message qui est dans cette salle. Lorsqu'il y a plus de gens qui viennent au lancement de campagne de l'opposition qu'au lancement de campagne du maire actuel, généralement c'est mauvais signe pour vous, et ça veut dire qu'il y a des grandes chances que vous soyez dégagés les 15 et 22 mars prochains. Et puis, Léa Drouet a dit quelque chose d'extrêmement important. Si nous sommes toutes et tous ici, c'est d'abord pour dire que nous voulons mettre fin à une anomalie démocratique à Clichy. Car monsieur Museau, je regarde son nom à chaque fois parce que je ne le retiens pas, monsieur Museau, il se trouve que Clichy n'est certainement pas macroniste, n'est certainement pas de droite comme lui l'est officiellement,
Puisque si on regarde par exemple les élections présidentielles de 2022, Madame Valérie Pécresse a fait 4% à Clichy. Et il se trouve que la première force politique lors de ces élections présidentielles, c'était le programme de l'Avenir en commun et le candidat Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé premier avec 42,15%. Et monsieur le maire, si vous continuez un peu dans la généalogie des moments où Clichy a voté, vous pouvez retrouver en 2022 les élections législatives où il se trouve que, pour notre grande fierté, notre candidate était là aussi Léa Druet, et qu'elle a fait à Clichy 58%, c'est-à-dire que si la circonscription était Clichy, ce serait Léa Druet, votre députée, et non pas je ne sais quel macroniste qui vote je ne sais quel budget absolument horrible pour voler le peuple français. Donc oui, monsieur le maire, ne vous en déplaise, Clichy est insoumise et nous allons vous le prouver les 15 et 22 mars prochains. Alors, ces municipales, elles n'arrivent pas dans n'importe quel moment. Vous avez vu que nous avons à la tête du pays un président de la République qui veut continuer coûte que coûte une politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Et nous assistons petit à petit à ce qu'on appelle une fin de règne. Depuis 2022, la Macronie a été battue 3 fois dans les urnes, avec évidemment le refus de reconnaître ce résultat et de changer quoi que ce soit dans la politique qui serait menée ou de lâcher le pouvoir comme ils auraient dû le faire après 2024. Depuis 2022, il y a eu 5 premiers ministres de notre pays. Depuis 2022, ils sont tellement minoritaires qu'ils ont dû utiliser 28 49.3. 49.3, vous savez, c'est cette manière de passer en force des budgets, la retraite à 64 ans et autres horreurs qu'on fait au peuple sans passer par le vote de l'Assemblée parce qu'ils y sont minoritaires. Mais dans la fin de règne, il y a des petits signes qui ne trompent pas. Et c'est notamment le fait que plus personne ne veut du président, au point que vous avez par exemple 2 des anciens premiers ministres du président de la République qui disent cela. Vous avez par exemple Édouard Philippe qui dit « Le départ anticipé d'Emmanuel Macron est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois de crise politique au pays. » Vous avez M. Attal qui est censé être celui qui préside le groupe qui doit soutenir le président de la République et qui dit « Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a eu depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Alors je vais vous dire qu'avec des amis comme ça, vous n'avez plus besoin d'ennemis et ça vous donne une idée quand même du délitement et de l'effondrement du pouvoir. Et nous n'avons pas renoncé ni à faire tomber le gouvernement illégitime de Lecornu, ni même à faire tomber Macron, et nous lui laissons le choix, soit il peut démissionner, soit il peut être destitué. Alors, à une fin de règne, ça donne des choses pas jolies. Hein. Quand vous regardez par exemple la réaction française à l'agression par les États-Unis du Venezuela, où ils kidnappent un président en exercice et son épouse. Ils bombardent la capitale d'un pays. Ils font 100 morts dans les opérations dont on vous raconte dans les médias qu'elles sont extraordinaires, que les États-Unis sont extraordinaires. Eh bien, ça donne, par exemple, dans une fin de règne, ça donne d'abord un ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, qui fait un premier tweet à 10h du matin, alors que c'est arrivé dans la nuit, bon, alors déjà, il a mis du temps, et qui dit, alors, le président du Venezuela était un tyran, donc nous sommes soulagés que le peuple vénézuélien en soit débarrassé. Mais bon, quand même, la forme, ça ne va pas tout à fait. Alors, vous comprenez, pour la France, donc dans la France de Macron en tout cas, il y a des bonnes invasions et des mauvaises... il y a des bonnes invasions et des mauvaises invasions. Donc, mauvaise invasion pour l'Ukraine, mais bonne invasion pour le Venezuela, ce qui est contraire à tous les principes intangibles du droit international. Toutes les invasions sont mauvaises. Mais alors, vous continuez. Le président de la République, lui, il a attendu 7h30 du soir pour réagir. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il écrit dans son tweet ? Lui, il dit... Superbe, le peuple vénézuélien, bon je vous cite à peu près mais vous voyez l'idée, superbe, le peuple vénézuélien est débarrassé d'un dictateur, et son tweet est tellement flatteur pour Donald Trump et les États-Unis, évidemment il ne dit pas ni que Donald Trump ni que les États-Unis ont violé le droit international, aucune condamnation de rien, il est tellement flatteur pour les États-Unis que fait Donald Trump ? Il retweet son tweet. Ça vous dit le niveau de vassalité, à quel point il s'est couché devant Trump plutôt que de défendre le droit international.
Quant à Monsieur Darmanin, qui lui est toujours garde des Sceaux, parce que alors c'est un recyclage permanent, ces gouvernements. Alors Monsieur Darmanin, lui, alors il arrive 2 jours après, et alors lui, il explique que c'était normal qu'il soit kidnappé comme président en exercice, parce que Maduro était un narcotrafiquant. Alors j'espère que tout le monde ici a bien compris ce qui était en train de se passer. Ceci n'a rien à voir ni avec une pseudo-défense de la démocratie, on ne défend jamais la démocratie avec des bombes. Cela n'a rien à voir avec le narcotrafic, qui est juste un prétexte. Cela a tout à voir avec la volonté des États-Unis de contrôler la première réserve de pétrole au monde, qui se trouve au Venezuela. Et nous ne serons jamais d'accord avec cela. Et je le dis en passant, tous ceux qui vous font le grand numéro sur la démocratie, il faut défendre la démocratie avec des bombes. Ceux qui sont en train de repeindre comme des défenseurs des droits humains s'appellent Donald Trump, qui vient avec sa police, sa milice fasciste de l'immigration, d'assassiner une femme de 37 ans. Gloire à Ronnie Nicole Good, cette femme de 37 ans, mère de 3 enfants, qui observait les violations des droits humains de cette police qui ne cesse de rappeler l'ensemble des personnes étrangères dans ce pays. Alors bravo à ceux qui expliquent que ça c'est la grande démocratie. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, Trump était celui qui avait des partisans qui étaient en train justement d'attaquer le Capitole pour contester l'élection de Biden à ce moment-là. Donc les grands démocrates, ça ira. Bon, donc ça donne ça une fin de règne et c'est donc quelque chose où on voit un pouvoir qui s'effondre et puis une agonie qui n'en finit plus et on a vraiment hâte que ça se termine. Alors pourquoi ça tient encore ? Eh bien, ça tient encore parce qu'évidemment, il y a les macronistes, alors ils sont plus très nombreux, mais ils sont là toujours. Il y a la droite, et puis ils se sont trouvés un nouvel allié de circonstance, le Parti Socialiste. Parti Socialiste qui, à de nombreuses reprises, a donc décidé de refuser de censurer le gouvernement Lecornu, et grâce à qui le gouvernement Lecornu peut continuer la même politique de malheur, et qui ont donc sauvé Macron. Je vous dis sauver Macron parce qu'il faut se rappeler que c'était quoi le débat il y a 3 mois dans notre pays ? C'était de savoir si Macron devait démissionner. Avec partout des gens qui s'exprimaient, y compris, je sais pas, le président de l'Association des maires de France, qui est de droite, enfin plein de gens qui s'exprimaient pour dire Macron doit partir, c'est plus possible. Et maintenant, c'est quoi le débat dans le pays grâce aux socialistes qui l'ont laissé gouverner ? C'est de savoir, est-ce qu'on taxe les malades du cancer dans le budget ? C'est de savoir, est-ce qu'on enlève le RSA ? La prime de Noël aux personnes qui touchent le RSA, c'est-à-dire une toute petite prime de fin d'année qui permettait juste d'avoir un petit peu de bonheur pour des choses, parfois de payer une facture d'électricité, parfois d'offrir un cadeau à un neveu ou à je ne sais qui. Eh bien, c'est ça le débat qu'ils sont en train de mettre. C'est insupportable. Alors, le Parti Socialiste, ils ont expliqué qu'ils avaient fait ça parce qu'ils ont obtenu 2 grandes victoires. Alors la première grande victoire, c'est qu'ils ont obtenu la suspension de la réforme de la retraite à 64 ans. Donc, en fait, la suspension n'est en rien une suspension, c'est un décalage de la retraite à 64 ans. Ça veut dire qu'on vous dit, la retraite à 64 ans, contre lequel tout le monde a manifesté, tous les syndicats, 90% du peuple français, etc., etc., eh bien, on vous dit, la retraite à 64 ans, on décale juste le calendrier d'1 an, et puis d'un coup, vous êtes d'accord, non ? Ben non, nous ne serons jamais d'accord. Et pour nous, la retraite, elle ne sera jamais à 64 ans, elle sera toujours à 60 ans. Bon alors déjà, donc payez-vous la victoire, hein. C'est quand même une victoire pas glorieuse quoi. Alors, mais la deuxième victoire, elle est encore plus drôle, c'est qu'ils ont fait en sorte que le gouvernement renonce au 49.3. Alors, renonce au 49.3, mais vous avez vu que là, depuis quelques jours, ils sont en train d'expliquer qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de faire passer un budget, puisqu'ils ne veulent pas non plus le voter. Faut pas... Ils ont voté le budget de la sécurité sociale qui enlève 4 milliards d'euros à la santé, mais là, ça ferait un peu trop pour continuer à dire qu'ils ne sont pas macronistes. Et donc, ils demandent qu'il y ait justement un 49.3. Donc, vous imaginez le comble du ridicule. Ils ont laissé les macronistes gouverner alors qu'ils ont perdu les élections, parce qu'ils n'utiliseraient pas le 49.3, et maintenant, les voilà, les mêmes qui viennent demander au gouvernement d'utiliser le 49.3, ce qui se passera probablement en fin de semaine ou dans la semaine prochaine. Voilà les tartuffes dont nous sommes en train de parler. Eh bien, je vais vous dire, heureusement qu'il existe une force de résistance. Heureusement qu'il existe une force qui fait ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle fait et qui ne cédera jamais sur le programme de rupture. Alors, je vais vous dire la vraie raison. La vraie raison pour laquelle les socialistes ne censurent pas le gouvernement,
et on refusait encore de le faire. Hier, ça a échoué à 32 voix près de les faire tomber. 32 voix, il se trouve que le Parti Socialiste a un groupe de 69 députés. Donc vous comprenez que c'est eux directement qui nous empêchent de les faire tomber. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas les faire tomber? Parce qu'ils ont peur des élections. Et il se trouve que vous avez entendu que nous avons un Premier ministre qui expliquait que si une motion de censure passait, alors il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale. Et comme ils ont peur de ce que donnerait une dissolution de l'Assemblée nationale, alors les macronistes, on les comprend. À chaque élection, ils perdent 100 députés. Donc là, ça veut dire prochaine dissolution, il n'en restera plus un seul dans cette Assemblée. Mais les socialistes aussi, ils ont peur, parce que comme ils ont été élus sur un programme et qu'ils ont trahi ce programme, eh ben, ça leur fait peur de retourner devant les urnes. Eh bien, je vais vous dire, cette élection municipale, elle s'inscrit dans ce contexte-là. N'en déplaise aux macronistes, n'en déplaise aux socialistes, n'en déplaise à la droite. Quoi qu'ils fassent, et nous serons toujours prêts à retourner devant le peuple, il y aura un scrutin les 15 et 22 mars prochains, c'est le scrutin municipal. Alors ce scrutin-là, il sera tout pile un an avant les élections présidentielles. Et donc, les élections municipales, évidemment, sont l'occasion d'inventer le monde que nous voulons. Et vous l'avez chacun et chacune dit dans les interventions que vous avez faites, qui permettent de faire mieux pour Clichy. Mais elles sont aussi une occasion pour commencer à débarrasser le pays de tous les macronistes avant les élections présidentielles, y compris votre maire actuel. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous le savez, nous sommes entrés dans une confrontation qui a d'ores et déjà lieu avec l'extrême droite. Nous avons dit, il y a déjà 10 ans de cela, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit, à la fin ça se terminera entre eux et nous. L'extrême droite et nous, le bloc populaire. Nous y sommes déjà. Et je le dis à ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas qu'Emmanuel Macron tombe parce que sinon l'extrême droite arrivera au pouvoir. Il faut justement faire tomber Emmanuel Macron et sa politique pour pouvoir battre l'extrême droite. Je vous donne juste quelques chiffres pour que vous le compreniez. En 2017, quand Emmanuel Macron a été élu dans ce pays, il y avait 8 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. En 2022, il y a eu 89 députés d'extrême droite après 5 ans de gouvernement d'Emmanuel Macron. En 2024, il y a 143 députés d'extrême droite. Donc la première des choses à faire, c'est de se débarrasser des macronistes pour pouvoir les battre. Et nous devons les battre parce que l'air devient irrespirable dans ce pays. Quand vous voyez que nous avons commencé cette année, le 1er janvier 2026 à 1h30 du matin, par le premier bébé qui est né en France et qui est né à Avignon. Il y a une tradition en France que lorsque le premier bébé naît, eh bien généralement, la presse, notamment locale, s'en empare pour dire le premier bébé de l'année 2026 est ce bébé-là. Et c'est un événement heureux pour tout le monde. Eh bien, cette année, un petit bébé qui n'avait même pas quelques heures, même pas quelques heures, parce que il s'appelle Zaïd, a été couvert d'une vague de haine avec ses parents. Dans quel pays sommes-nous pour qu'un petit bébé qui vient juste de naître, pour de quelques heures, parce qu'il porte tel ou tel prénom, serait alors la cible de l'extrême droite? Rendez-vous compte que nous sommes dans un pays où la France de Macron a déscolarisé une lycéenne parce qu'elle portait un bonnet de chimio, qu'elle avait prévenu tout l'enseignement, et que pourtant elle a été exclue 2 mois de son lycée pour je ne sais quelle laïcité parce qu'elle portait un bonnet de chimio. Rendez-vous compte que Majdouline a été licenciée des hôpitaux de Paris parce qu'elle portait un calot, ce petit bonnet qu'on met pour l'hygiène, qui a été considéré là aussi comme une atteinte à je ne sais quelle laïcité. Je rappelle que la laïcité dans notre pays, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, et ça n'a rien à voir avec la chasse aux musulmans, aux musulmanes. Tout à l'heure, j'étais à une manifestation avec les AESH. Vous savez, les AESH, c'est ces accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Et les AESH du Val-de-Marne manifestaient, car comme partout dans le pays, il en manque, au point qu'en France, en 2026, des enfants en situation de handicap, dans la 7e puissance économique au monde, sont déscolarisés ou ont juste quelques heures d'enseignement. En France, en 2026, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap gagnent 900 € par mois. Un métier aussi essentiel que ça, 900 € par mois. Eh bien, elle manifestait à la fois pour le droit des enfants à étudier et elle manifestait pour
avoir elles-mêmes un statut, un vrai salaire, une vraie formation, et nous étions à leur côté. Et je croise les AESH de Champigny. C'est pour vous dire à quel point l'extrême droite est en train de faire tourner zinzin notre pays, mais vraiment. Enfin, je ne sais même pas quel niveau de folie on a atteint. Elle m'explique qu'il y a quelque temps, devant l'école, elles ont fait une manifestation. Il faut imaginer que dans le Val-de-Marne, département où je suis élue, il y a 3000 enfants en situation de handicap qui ont une notification, qui ont besoin d'une accompagnante et qui ne l'ont pas. Elles manifestaient devant l'école et il y avait notamment des parents d'élèves qui étaient là. Et alors les parents d'élèves avaient notamment fait une pancarte, parmi beaucoup d'autres, qui disait « L'école, à la ligne, manque, à la ligne, d'AESH ». D'accord? Eh bien, la police municipale est venue, leur a enlevé leur pancarte, en expliquant que d'abord c'était écrit en rouge et qu'on avait l'impression que c'était écrit avec du sang. Je ne rigole pas. Hein. Et aussi parce que sur une pancarte où il y a marqué « L'école manque d'AESH », on pouvait lire « Daesh ». On pouvait lire Daesh. Vous imaginez, comme il y avait en plus une ou deux femmes qui étaient voilées parmi les parents d'élèves, et bien du coup on peut dire n'importe quoi. Réalisez que ces femmes qui se battent, je dis ces femmes puisqu'à 95% ce sont des femmes, ces femmes qui se battent pour l'égalité des droits, pour le fait que chaque enfant dans un pays aussi riche que le nôtre puisse avoir le droit à l'éducation, ont eu ce genre d'indignité. Eh bien je le dis, n'en déplaise aux fascistes de ce pays, n'en déplaise aux réactionnaires, la France ne sera jamais une nation ethnique, la France sera toujours une nation politique. La France, je veux que vous le mettiez ça dans votre texte, la France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France et même beaucoup de gens qui n'ont pas de religion. La France n'est même pas une langue puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. La France, c'est d'abord l'adhésion commune autour de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors, à l'heure de ce grand défi, je veux vous dire que nous avons la force de battre la Macronie et l'extrême droite. D'abord parce que nous n'avons pas le temps pour leur délire raciste absolu qui vise à diviser le peuple, alors qu'aucune génération humaine avant nous n'a eu à affronter, par exemple, ce que veut dire un monde sous dérèglement climatique. Parce que il est urgent dans ce pays de faire le partage des richesses, alors qu'une personne sur 3 se prive régulièrement de repas pour nourrir ses enfants, alors que 912 personnes sont mortes de la rue l'année dernière, issues de choix politiques. La plus âgée d'entre elles avait 93 ans. Les plus jeunes d'entre eux avaient quelques jours seulement. En France, là aussi, c'était en 2024. Et parce qu'il est plus que jamais urgent, là aussi, de retrouver une voie indépendante de la France au service de la paix. Je le dis parce que nous avons particulièrement honte de voir notre pays complice du génocide toujours en cours à Gaza. Je dis génocide toujours en cours. Car comme vous le savez, depuis 3 mois, il y a un cessez-le-feu de papier qui a été proclamé. Depuis ce cessez-le-feu de papier, 440 Palestiniens au moins ont été tués, dont 100 d'entre eux étaient des enfants. Et nous le disons très clairement, un cessez-le-feu avec un enfant en moyenne qui est tué chaque jour n'est pas un cessez-le-feu. Et non seulement il y a toujours une volonté génocidaire du gouvernement de Netanyahou, qui vient de décider que 37 ONG internationales, comme Médecins sans frontières, comme Handicap International, seraient interdits d'exercer à Gaza. Il refuse toujours que l'aide humanitaire et l'aide pour la reconstruction puissent arriver dans l'enclave palestinienne, ce qui veut dire qu'il y a toujours 1,3 million de Palestiniens qui vivent dans des tentes avec les conséquences que l'on connaît. Puisque, par exemple, ce week-end encore, un bébé de 7 jours seulement est mort de froid à Gaza. Il y a 19 colonies illégales qui ont été décidées d'être installées de nouveau en Cisjordanie, où la colonisation et les violences continuent. Eh bien, la voix de la France aurait dû être dès le début, et nous au pouvoir nous ferons ça, de dire que face à un génocide on ne se tait pas, face à un génocide on le combat. Et puisque la France
France et l'Union européenne n'ont toujours pris aucune sanction contre Netanyahou et son gouvernement. Il se trouve que nous avons lancé une initiative citoyenne européenne que je vous invite toutes et tous à prendre le temps de signer. Cette initiative citoyenne européenne vise à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Et donc, évidemment, suspendre cet accord d'association a une portée très forte comme sanction économique sur le gouvernement de Netanyahou. Et il se trouve que normalement, cet accord d'association est conditionné au respect des droits humains, et je ne vois pas quels droits humains sont aujourd'hui respectés, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni dans l'ensemble de la Palestine, ni même d'ailleurs au Liban, sur lequel des frappes continuent de se faire. Donc, allez signer cette suspension, cette initiative citoyenne européenne. Il nous faut 1 million de signatures pour contraindre la Commission européenne à réviser cet accord d'association et à le suspendre. Et je crois que nous sommes bien partis, parce qu'en moins de 2 jours, nous avons d'ores et déjà plus de 150 000 signatures. Continuez à faire signer. Alors, je termine en disant que nous avons la force d'inventer cet autre monde et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils nous diabolisent autant si vous ne comprenez pas pourquoi ils ont autant peur de nous. D'abord, ils ont peur de nous parce que nous avons fait une démonstration de force lors des élections législatives dernières. Rappelez-vous, 27 sondages sur 27 donnaient tous l'extrême droite en tête. Et non seulement l'extrême droite est arrivée 3e, mais c'est nous qui l'avons emportée. Alors pourquoi l'avons-nous emportée? Nous l'avons emportée parce que nous avons été immensément nombreux, les plus nombreux depuis des décennies, à nous rendre aux urnes. Et que lorsque nous nous rendons aux urnes massivement, apparaît quelque chose qui est leur cauchemar absolu. Une vérité qui les effraie. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et oui, parce que lorsque vous êtes le président des riches, et que vous donnez tout à vos amis les riches, eh bien pour produire un riche, il faut condamner beaucoup de gens à la pauvreté, au mal logement, au manque de services publics. Par exemple, si vous prenez Bernard Arnault, il a une fortune qui équivaut à 9 millions de personnes au SMIC. Et il se trouve que le jour où vous allez voter, eh bien Bernard Arnault ne vaut qu'une voix. Et les 9 millions de personnes ont, elles, 9 millions de voix. Oui, nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. Et donc, pour pouvoir gagner à Clichy, comme à beaucoup d'endroits dans le pays, pour pouvoir ouvrir des brèches qui permettent d'inventer le monde que nous voulons, nous avons impérativement besoin, comme une tâche politique, que chacun et chacune ici vérifie sa propre inscription sur les listes électorales et fasse vérifier autour de lui, auprès des collègues, des voisins, des amis. Rendez-vous compte qu'il y a 11 millions de personnes dans ce pays qui sont non inscrites ou mal inscrites. Non inscrites, elles ont le droit de vote, mais elles ne sont pas inscrites. Et vous avez jusqu'au 6 février pour le faire, donc il faut le faire maintenant autour de vous. Et mal inscrites, souvent ce sont des personnes qui ont déménagé et qui donc elles aussi ont le droit de vote, mais du coup se retrouvent souvent à ne pas pouvoir voter. 11 millions de personnes. Savez-vous à combien de fois nous avons raté le second tour de l'élection présidentielle la dernière fois? À 420 000 voix. D'accord? Vous comprenez ce que ça change dans le pays? Vous comprenez? Si Jean-Luc Mélenchon était arrivé au second tour de cette élection présidentielle, comment l'ambiance de travail, comme nous aimons dire, aurait été légèrement différente que si ça avait été l'extrême droite, les macronistes seulement, ou je ne sais quoi. Donc, c'est une tâche politique, peut-être la plus importante. Et Léa Druil l'a dit tout à l'heure de manière très forte. S'ils gagnent la mairie, et ils ont gardé la mairie jusqu'alors, c'est justement parce qu'il y a un taux d'abstention extrêmement fort. Donc, ils ne veulent pas qu'on retourne aux urnes. Voilà ce qui leur fait peur. Eh bien, retournons aux urnes massivement. Et nous leur montrerons. Ça, je dis ça puisqu'on reproche beaucoup à Léa d'être jeune. Ce que disait Thomas Sankara. Une jeunesse mobilisée est dangereuse pour un pouvoir. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Et je le dis pour ceux qui, comme moi, sont plus âgés que Léa. Pour tous les autres, je termine par vous dire ces mots de Chamoiseau, cet écrivain martiniquais que j'aime beaucoup, qui dit « La liberté est la seule charge qui redresse bien le dos ». Merci infiniment à vous et force à vous. Je vous en reste encore 2 petites minutes. J'ai quelques petites annonces à vous faire.
On n'a pas forcément le temps pour faire des questions-réponses puisqu'on doit rendre la salle dans pas trop longtemps. Mais si vous avez des questions à poser, vous regardez les gens qui ont un foulard commun, un foulard violet. C'est des militants expérimentés qui pourront répondre à toutes vos questions. On a un buffet salé sucré qui s'ouvre juste derrière, donc n'hésitez pas à aller vous remplir la panse. On vend le livre Le communalisme insoumis sur une table qui est là-bas. C'est un livre de l'Institut La Boétie qui est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Si vous avez besoin d'aide pour l'inscription sur les listes électorales ou besoin d'aide pour vérifier votre inscription, vous pouvez aller voir Margot, elle se situera sur le bureau qui est juste là dans le coin. Tous les candidats de la liste, il faut aller signer votre nouveau formulaire SERPA. Si ce n'est pas déjà fait, Margot également a pré-rempli vos SERPA, ils seront sur le bureau là-bas. Il reste 3 places sur la liste, donc s'il y en a parmi vous dans la salle qui souhaitent être candidat, venez me trouver, on pourra en discuter. Si vous avez besoin d'une procuration pour le 15 et 22 mars parce que vous n'êtes pas à Clichy, adressez-vous à nouveau à un militant avec un foulard